Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Alors, Monsieur David Santarossa, veuillez lancer les hostilités, s'il vous plaît. Oui, salut les gars. Aujourd'hui, je vous parle d'une fable de La Fontaine. Je vais montrer à la caméra ce livre classique, un des classiques parmi les classiques, qui est connu de tous, ou à peu près, n'est-ce pas? Tout le monde a déjà entendu. Ce serait quoi la fable de La Fontaine la plus connue? Peut-être Le Lièvre ou la Tortue? Je pense que ce serait ça, la Cigale et la Fourmi. On pourrait en nommer plusieurs. Moi, je me rappelle très bien au primaire qu'on nous lisait des histoires inspirées des fables de La Fontaine. C'est rare qu'on lisait le texte lui-même, parce que quand même, ça date autour de 400 ans. Et quand on se lance dans les fables, justement, on se rend compte que ça date quand même de 400 ans, le vocabulaire est différent. Je pense qu'un adulte est capable de très bien le comprendre, mais j'imagine un enfant qui commence à lire, ça pose quand même certains défis. Vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez la même histoire que moi avec les fables de La Fontaine? Lorsque vous étiez jeune, vous avez eu... Oui, mais moi, j'ai eu un prof, je me souviens plus lequel, à la petite école, donc au primaire, qui nous en a fait apprendre. Ce qui est un truc assez collège classique, là, vieille humanité. Je suis né en 94, donc j'étais au primaire au début des années 2000. Je pense qu'on faisait plus vraiment ça. Et pourtant, moi, j'avais un professeur qui nous en avait fait apprendre une chaque. Mais non, j'ai la même lecture que toi, c'est-à-dire que on pourrait croire que les fables de La Fontaine, c'est bon enfant, puis que c'est facile, mais c'est pas si facile. En fait, c'est pas facile à lire, surtout pas en vieux français. L'édition Folio, c'est en français moderne. Et même là, ça prend une certaine concentration. Moi, tranche de vie, moi, les fables de La Fontaine, c'est mon livre de chevet. Et à chaque fois que j'ai pas envie comme de me plonger dans un roman ou de lire le livre que je me dis, je vais lire une fable pour me relaxer. Puis à chaque fois, je vais dire, c'est lourd. Ça te relaxe pas, finalement. Non! Je connais pas ce mot-là. Là, ça me fout des complexes. Là. Fait que là, je me réveille, je suis en colère. Non, c'est pas vrai. Mais à chaque fois, je suis un peu surpris par évidemment, l'immense qualité du français utilisé par La Fontaine. Mais je trouve que c'est faussement associé à la petite école, à l'enfance. C'est un français très soutenu, très travaillé. C'est magnifique. Ouais. Il y a eu beaucoup d'adaptations en dessin animé, en BD, en tout ça. Puis souvent, c'est par ces adaptations-là qu'on l'a lu. Mais c'est rare qu'on s'est justement plongé là-dedans. Pierre? Oui, moi aussi, quand j'étais petit, je pense qu'il y a vraiment une petite sélection de fables parmi tout ça. Parce qu'il y en a, je sais pas combien, là, il y en a plusieurs, il y en a au moins 200. Je vais à vue nez, il y a aussi des contes de La Fontaine, il y a beaucoup d'écrits. C'est ça. Je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, en tout cas, une toute petite sélection là, qu'on fait lire. Là. Tu les as nommés tout à l'heure. Là, puis il y a aussi Le Corbeau et le Renard, qui est assez connu, Rat des villes, Rat des champs. Mais outre cette petite sélection-là, c'est vrai que pour les enfants d'aujourd'hui, c'est quand même une lecture lourde. Fait que c'est vrai que c'est peut-être plus quelque chose de bon enfant de nos jours. Cela étant dit, ça l'a déjà été. Il fut un temps. Ouais. C'était un livre d'enfant. Ça a été fait pour ça, à la base. Donc, peut-être que ça en dit sur... sur notre niveau. sur notre niveau, en effet. Ouais, donc, une des... en fait, la figure qui, j'allais dire, redonne ses lettres de noblesse, mais pas vraiment, mais qui permet de parler à nouveau des fables de La Fontaine, c'est Fabrice Lucchini en France, qui a fait plusieurs spectacles. Moi, j'ai eu la chance d'en voir un. C'était exceptionnel, c'était magistral. À Montréal ou tu étais à Paris? À Paris. Ah, génial. C'était lequel, par hasard? C'était La Fontaine et le confinement. Ah, génial. Là, tu me remémores des souvenirs, c'était vraiment génial. C'est très, très beau souvenir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une fable en particulier. Je vous révèle pas tout ça, c'est laquelle. Mais j'avais 2-3 petites choses supplémentaires à dire. Moi, anciennement, j'étais enseignant de français au secondaire. Et je faisais lire des fables de La Fontaine. Et souvent,
je présentais les fables comme étant des histoires qui présentent des vertus plates, des vertus modestes, des vertus sans éclat. C'est-à-dire que l'époque nous dit que qu'est-ce qu'on doit valoriser, qu'est-ce qui est valorisé notamment sur les réseaux sociaux, ben, c'est la richesse, c'est l'humour, c'est la popularité, c'est tout ça. Alors que ben, souvent les vertus dans les Fables de La Fontaine, c'est ça, c'est plate par rapport à ça. Cela dit, c'est probablement beaucoup plus des vertus probablement beaucoup plus durables, mais un peu plus modeste, on va le dire comme ça. Et voilà, donc une fable aujourd'hui, je vais vous le lire, qui est moins connue justement, qui ne fait pas partie des peut-être la dizaine de fables qui viennent et reviennent constamment. C'est Le laboureur et ses enfants. Et d'ailleurs, j'ai lu un peu sur Internet et c'est d'inspiration de l'écrivain Ésope autour de 600 avant Jésus-Christ. Donc, et ça d'ailleurs, oui, La Fontaine a quand même repris beaucoup, beaucoup de récits qui existaient avant. Absolument. Qui a mis au goût du jour, pour reprendre une expression populaire. Mais l'essentiel des fables vient d'Ésope. Oui, souvent, oui. C'est-à-dire, la morale vient d'Ésope, mais le style, c'est... Exact. Oui. Parce que sur Internet, le texte est disponible d'Ésope, puis c'est ça, c'est assez différent. Et puis, et ça aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, donc, c'est un texte, donc, à l'origine, survient à Ésope, donc, de 2600 ans, et c'est un texte qui est encore lu aujourd'hui. Donc, dans un épisode précédent, on parlait justement d'immortalité, en quelque sorte, de transmission culturelle. Ben, on y est. Puis d'ailleurs, la fable du jour parle un peu de ça. Donc, je vais la lire. C'est 18 lignes. C'est très, très court. Donc, déjà là, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est l'équivalent d'un TikTok, mais comme du... Peut-être que c'est ça. Donc, je vais le lire. Donc, Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Donc, magnifique fable, très, très, très belle. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer à la commenter avant que je livre ma lecture, Pierre. Pierre ou... Vas-y. Vais? Ben moi, évidemment, magnifique, l'enseignement de la valeur du travail. Moi, j'ai noté quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, il est question d'un riche laboureur. Ce qui, à mon sens, pas un détail. C'est-à-dire qu'il est moins évident, disons ça comme ça, de connaître la valeur du travail quand on vient d'un milieu où on est d'un milieu où il y a l'abondance. C'est-à-dire, les Québécois qui nous écoutent, je ne doute pas qu'à une ou deux générations de leur personne, il y avait un laboureur, là, ou il y avait un agriculteur. Et je serais prêt à parier qu'ils n'avaient pas besoin que leur père leur fasse une petite manigance en leur disant il y a un trésor dans le champ. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la valeur du travail parce qu'ils n'avaient pas le choix de travailler. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix de labourer, ils n'avaient pas le choix de s'occuper des animaux, faire les foins, etc., etc. Tu ne posais pas la question. Exact. Mais là, le fait que ce soit un riche laboureur, c'est pas un détail. C'est-à-dire, sans doute, ces enfants sont nés dans l'abondance où il y avait des ouvriers qui s'occupaient du champ, ils vivaient dans une belle maison, peut-être même une maison seigneuriale au moment où ceci est écrit. Donc c'est ça. J'imagine que le père, en mourant, il s'est dit, bon, là, j'ai des enfants qui ont été élevés dans la richesse et ils ont tout, sauf peut-être l'essentiel, c'est-à-dire
la valeur du travail, essentiellement. Que c'est ce que ça me fait dire comme ça, à brûle pour point, parce que j'ai rien préparé d'avance. Pierre? Moi, je dirais que, bien évidemment, le sens premier de la fable ressort tout de suite. La valeur du travail, l'idée qu'il n'y a rien qui arrive gratuitement. Faut mériter ce qu'on a pour pouvoir en profiter. Mais je pense que... en enlevant, disons, le texte immédiat, là, la fable peut nous dire que les choses qui ont réellement de la valeur dans la vie, c'est pas toujours ce qui est immédiatement visible et facilement visible. Eux, ils cherchaient un trésor. Puis bon, si moi, j'ouvre un coffre puis je vois, comme on s'imagine classiquement un trésor, là, j'ouvre un coffre puis je vois des montagnes d'or et d'argent à l'intérieur. Bon, ça nous semble être une grande richesse. Mais je pense que ce que la fable veut nous dire aussi, c'est que c'est pas toujours des choses comme ça qui ont une vraie valeur. Ce qui a une véritable valeur, des fois, c'est pas apparent, ça saute pas aux yeux. C'est plus enfoui que ça. C'est plus profond, c'est caché, on le voit pas toujours, mais il faut y faire attention, puis il faut bien regarder pour être capable de discerner ce qui a de la valeur et une valeur réelle et profonde, puis une valeur peut-être immédiate ou passagère. En fait, c'est ça, c'est la polysémie du terme héritage. C'est-à-dire qu'il y a l'héritage, la pièce qu'on reçoit de nos parents, et il y a héritage comme ensemble de valeurs. Et le père, manifestement, se dit la valeur que je peux transmettre à mes enfants a plus de valeur. C'est-à-dire la valeur morale. Le principe. Exactement. A plus de valeur monétaire, en fait, en quelque sorte. Et ce que je remarquais aussi en lisant ça, et c'est ça qui me frappe, je pense, au bout de ma réflexion, c'est que le père ment à ses enfants. Oui, très juste. Ça me semble assez fondamental. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas vu de... T'as pas vu de mensonge? Ben, c'est-à-dire, il dit qu'il y a un trésor qui est de caché, mais il n'y a pas de trésor de caché. Ben, au sens figuré, il y a oui. OK, il n'y a pas de coffre avec des lingots. Non, mais c'est à ça qu'il s'attendait. Oui, c'est ça, exact. Non, c'est un foutu mytho, là. Pas toujours d'accord. Pas nécessairement d'accord, mais vas-y. Et, en fait, pourquoi il ment? Parce que si tu dis la vérité aux jeunes, c'est-à-dire, ben, regarde, je te donne la terre, je te donne l'argent, tatata, c'est très, très tentant pour le jeune de dilapider l'héritage puis de dire, ben, regarde, je peux faire ma pièce là plutôt que plus d'argent dans 10 ans, dans 15 ans. Hein, ça me fait penser l'expérience classique qui est c'est pas clair si c'est un mythe ou non, là, mais l'idée est là, c'est-à-dire que tu donnes une guimauve à un enfant, puis tu dis, si tu y touches pas, dans 5 minutes, je t'en donne 2. Mais si tu la manges, ben, tu n'en auras pas 2. Mais là, l'enfant qui est capable d'attendre, il dit, ben là, je gagne beaucoup plus. Donc, c'est un petit peu la même idée, tout ça. Et donc, voilà. Donc, d'où la difficulté de convaincre le jeune de dire, regarde, tu as quelque chose de précieux ici, attends, travaille ça, puis ça va te rapporter davantage. Très, très difficile de convaincre quelqu'un de ça, surtout un jeune, je pense, pour des bonnes et moins bonnes raisons. Et puis, il décide de mentir. Donc... N'en déplaise à Pierre, il décide de mentir. C'est ça, exactement. Mais, donc, je pense que c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un peu vendre du rêve aux enfants. Il faut emballer, des fois, le tout. Il faut expliquer que le Père Noël existe parfois. Mais on n'est pas... on reste vertueux quand même, parce qu'il y a une échelle de vertu, en quelque sorte, je vais le dire comme ça. Donc, je défendrai le mensonge dans ce balado. Et je vais juste finir, puis là, je te laisse continuer. Et j'imaginais, ça me faisait quand même rire de m'imaginer la scène des enfants, des jeunes, travailler avec énormément de zèle dans le champ en espérant tomber sur quelque chose, mais que finalement, ça n'arrive jamais. Bref, l'image est assez drôle. Puis là, ils le maudissent dans le champ. Mais c'est sûr que si on les imagine justement travailler, c'est sûr que eux, pendant la durée de temps où ils ont travaillé, labouré la terre et tout ça, ils se sont dit, notre père, c'est un menteur, puis il nous a inventé toutes sortes d'affaires, puis il nous en a raconté une bonne, mais tu sais, c'est le cas classique où un adolescent se fait dire des choses par son père, puis là, ou ses parents en général, puis là, il veut rien savoir, puis là, il est rendu plus vieux, il s'assoit, puis il fait, il avait donc raison. Okay? Mais
c'est après avoir tout travaillé, puis là, ils ont profité de ça, ils se sont constitués eux-mêmes leur trésor. Exact. Puis quand il dit que le trésor, il était caché dedans, ben oui, il était caché. Il a fallu qu'eux, ils creusent, etc. Mais ils se le sont fait eux-mêmes. Fait que c'est dans ce sens-là, je pense que, oui, peut-être qu'en travaillant, ils se sont dit qu'ils leur avaient menti, comme vous dites, mais rendu en bout de course, une fois qu'ils se sont amassés leur trésor par eux-mêmes à force de travail, ils ont dû se dire... Notre père, c'était un sage. Puis il avait raison, le bonhomme. Il avait raison, le bonhomme. C'est vrai qu'il y avait un trésor là-dedans. Absolument. Je pense qu'on peut réconcilier nos conceptions. Oui, ben oui, absolument. Non, il a menti. Mais il a menti. Non, attends, mais c'est pas mal de mentir. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai un vrai désaccord avec vous. Moi, je trouve ça un peu infantilisant, là. T'avais-tu besoin de nous mentir pour nous faire apprendre des vertus? Je sais pas. Je pense que oui. OK, peut-être. Parce que, en fait, moi, je pensais aussi avec ça, la chanson de Mes aïeux, Dégénération. Ouais. Tu sais, dans le premier couplet, si je me trompe pas, on dit ça que l'arrière-grand-père a labouré la terre. Ensuite, il y en a un qui l'a rentabilisé. Puis finalement, il y en a un qui l'a vendu. Puis justement, il y a comme cette crainte-là de... Regarde, tu vas tout ramasser les efforts, mais il n'y aura pas une suite, finalement, à la famille. Là. Très juste. Ben, ce qui me fait rebondir sur cette dernière idée, je souligne la phrase « Gardez-vous de vendre l'héritage que nous a laissé nos parents. » Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas que... Le trésor n'est pas que le travail au sens immédiat du terme. C'est-à-dire on lui a pas appris à aller faire un travail nécessairement pour un employeur, c'est-à-dire le travail au sens premier du terme. Non, au contraire, le travail qui est mis en valeur ici, c'est le travail des âges, le travail des générations, c'est-à-dire l'idée de la sédimentation, du petit peu de travail que chaque génération apporte et qui finit par constituer, je sais pas, une cathédrale, mettez l'image que vous voulez, mais ça va plus loin que la simple valeur du travail. C'est le travail dans le contexte des générations. D'une somme d'efforts. Exact. Au fil du temps. C'est un mur de briques, là, au fond. Ouais. C'est comme si chaque génération vient poser sa brique pour construire le mur, puis à la fin, quand tu es rendu à laisser le suivant poser sa brique aussi, tu lui dis, fais juste pas donner un coup de pied dans le mur pour le mettre à terre. Fais attention. Oui, c'est ça, parce que dans la fable, il y a l'idée de créer de la richesse, mais on comprend bien que c'est pas pour... c'est anachronique ce que je dis, mais c'est pas pour s'acheter une voiture de luxe. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de... justement, on crée quelque chose, on bâtit quelque chose, puis à travers ça, on a certes un succès économique, mais manifestement, c'est pas ça l'objectif premier, parce que sinon, ça aurait été de dire, vends la terre directement. Oui, très juste, très juste. Ouais. Puis, moi, je vais peut-être lancer les hostilités, mais est-ce que le travail est vraiment un trésor? Est-ce que le travail est une valeur morale? Est-ce que le travail est en soi moral? Est-ce que le travail est en soi une valeur? Parce que il y a des gens qui ont travaillé corps et âme à construire le communisme. Il y a des gens en ce moment qui travaillent corps et âme à perfectionner l'obsolescence programmée. Il y a des gens qui travaillent puis là, vous pouvez multiplier les exemples, mais moi, j'aimais bien l'idée que le travail est un trésor, le trésor est un outil, l'outil permet de construire quelque chose qui a une valeur. C'est-à-dire que c'est moins le travail en soi que ce qu'on en fait, non? Je suis pas certain que l'on puisse dire que le travail est bon au sens, au sens chrétien du terme. Là. C'est-à-dire... c'est-à-dire creuser un trou pour creuser un trou, ça mène pas à grand-chose. Oui, et plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent au mal. On peut le dire, ça apparaît, on dirait des termes très, très forts, mais il y a des gens qui travaillent littéralement à des choses qui sont mal et immorales. Et ça reste du travail. Je pense que tu as pointé, tu as mis le doigt sur ce que j'allais dire aussi déjà, mais le travail, en fait, c'est un moyen. C'est un outil.
Et comme toute chose, il peut être utilisé pour faire le bien, il peut être utilisé pour faire le mal. Mais ensuite, dépendamment, si on pense que le commun des mortels dans sa vie quotidienne et ordinaire est généralement tourné vers le bien ou essaye de faire quelque chose de pas si pire ou en tout cas d'améliorer sa situation, on peut dire, disons qu'en général, le travail va servir à faire le bien, ou en tout cas, c'est ça la tentative. Est-ce que le résultat est toujours là? Non. Mais ensuite, c'est vrai que oui, il y a des gens qui travaillent aussi volontairement et consciemment à faire des choses mauvaises et contre-productives. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler ou de détruire? C'est bon, c'est une bonne observation. Est-ce que ça peut être considéré comme du travail lorsque le résultat va être la déconstruction, la destruction, la souffrance? C'est une bonne question. Sinon, David, tu lisais ça à tes étudiants lorsque tu enseignais? Oui, absolument. Moi, c'était un... Je te dis pas que ça a fait des miracles là, en lisant ça à mes élèves. C'est quoi la réaction? Généralement, c'était une réaction assez positive chez plusieurs élèves. Donc, je pense que, tu sais, une histoire en 18 lignes, tout le monde apprécie ça en quelque sorte. Là, il y a quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose, il y a un début, il y a une fin, la boucle est bouclée, si on regarde le début là, du texte... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup pour être contentés. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais tu sais, déjà... Vraiment, comme je vous dis, c'est un cercle parfait. Si on commence le texte en disant « Travailler prenait de la peine », c'est le fond qui manque le moins. Et on termine en disant d'argent point de caché, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Donc, on revient avec la morale initiale. Donc, il y a quelque chose, je pense, de vraiment bien dans cette fable. Donc, oui, les jeunes étaient très intéressés, globalement, par cette fable. Mais à nouveau, là, je prétends pas que lire des fables, ça mène à une réussite scolaire extraordinaire, mais du moins, je pense que ça peut donner du souffle dans une année scolaire. Là. Très bien. Autre chose à dire, messieurs? Je pense que ça fait le tour pour moi. Complet. Pareillement. Alors, merci d'avoir été des nôtres. En terminant, encore une fois, on vous invite à mettre un pouce à la vidéo, à cliquer sur s'abonner et on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!